pense que c'est une histoire intéressante à raconter, même si elle a été beaucoup racontée. Moi en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire les recherches et voilà. Je voulais aussi vous parler rapidement des affaires résolues, puisqu'il y a pas mal de personnes qui me demandent de faire plus d'affaires résolues et je vais vous expliquer mon problème avec ça. En fait, quand je cherche des affaires résolues, étant donné qu'on a retrouvé le coupable, il s'agit souvent de crimes assez atroces, très souvent de meurtres, parce que bien souvent les affaires résolues, malheureusement, ce sont des disparitions qui n'ont pas eu pour finalité d'être retrouvées, mais d'être retrouvées décédées pour la victime. Si vous avez suivi cette phrase absolument pas française, ce que je veux dire c'est que bien souvent ces affaires se concluent en drame et bien que j'écoute énormément d'émissions de crimes, d'affaires criminelles, je ne désire pas entrer dans ce genre de détails sur ma chaîne. C'est-à-dire que quand je cherche des affaires résolues, il y a beaucoup de détails sur les meurtres, sur les potentiels viols, voilà des choses vraiment qui... je ne suis pas à l'aise de parler de ça sur ma chaîne et je n'en ai pas envie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tout simplement avec cette série. Donc si vous avez des idées, des suggestions d'affaires résolues à me proposer qui ne sont pas absolument atroces, puisque c'est vrai que moi quand je cherche un petit peu je ne trouve que des choses où voilà pour moi c'est pas possible, je n'ai pas du tout envie de parler de ce genre de choses. Et c'est pour ça que je privilégie les disparitions, puisque les disparitions, il y a déjà ce côté mystérieux qui m'intéresse beaucoup. Le fait qu'on peut un peu débattre dans les commentaires sur les différentes théories qui existent, mais également puisque les affaires non résolues de type disparition, quand je fais ces vidéos, ça leur apporte plus de visibilité et ça peut toujours être utile à la potentielle résolution de l'affaire. Donc c'est vrai que c'est intéressant de parler d'affaires non résolues et moi c'est ce côté mystérieux qui me plaît en particulier. Mais voilà, si vous avez des suggestions d'affaires résolues qui pourraient convenir à ce que j'aimerais véhiculer sur ma chaîne, alors vous pouvez les mettre dans les commentaires ou me les envoyer sur Instagram, comme vous préférez. Voilà. Maintenant on va pouvoir commencer. Je reprécise tout de même que donc nous allons parler de la disparition d'une petite fille dans cette vidéo. Si vous pensez que ce genre de vidéo ne vous plaît pas, que cela ne vous détend pas, que cela ne vous intéresse pas et que tout simplement ça ne vous dit pas d'entendre parler de ces sujets qui peuvent être troublants, eh bien je vous propose d'aller regarder une autre de mes vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne et beaucoup de vidéos qui ne sont pas des vidéos crimes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment ce genre de vidéos, dont moi. Donc c'est pour ces personnes-ci que je continue la série ASMR Crime et on commence tout de suite. Aujourd'hui je suis accompagnée de mon petit café. Alors, donc déjà l'affaire Madeleine McCann, c'est donc une affaire qui porte sur la disparition de Madeleine McCann, Madeleine, enfin Madeleine quoi, mais ça se prononce pas vraiment comme ça puisqu'elle est donc britannique, de presque 4 ans, née le 12 mai 2003 à Leicester, je sais jamais comment ça se prononce. Donc la disparition s'est produite durant la soirée du jeudi 3 mai 2007 à Praia da Luz en Algarve au Portugal. Et donc je ne sais pas pour vous,
j'avais 8-9 ans, j'avais 8 ans. Et ça m'avait énormément choquée, ça m'avait beaucoup marqué et c'est vraiment une affaire qui encore aujourd'hui me donne le frisson, on va dire. Et j'aimerais vraiment avoir le fin mot de l'histoire parce que je n'arrive vraiment pas à savoir ce que je crois, si je crois qu'elle est décédée ou qu'elle est toujours en vie. Parce que, vous allez voir, hein, mais il est quand même assez possible que ce soit une affaire de trafic d'êtres humains. Et c'est vrai que ce serait vraiment possible, tout simplement. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et j'arrive pas à déterminer ce que je pense, donc on pourra en discuter dans les commentaires. Mais je vais d'abord donc vous expliquer les faits. Madeleine Beth McCain, dite Maddie par quelques journaux anglais, est la fille d'un couple de médecins, Kate et Gerald McCain. Parce qu'en effet, il faut savoir que Maddie, parce que moi c'était souvent ça que j'entendais, l'affaire Maddie McCain, et non pas Madeleine McCain. En réalité, ses proches et sa famille ne l'ont jamais surnommée Maddie. C'est vraiment une pure invention des journaux. Ça m'avait beaucoup étonnée quand j'ai lu ça. Le 28 avril 2007, la famille McCain arrive au Portugal pour une semaine de vacances. Ils séjournent dans un bungalow du complexe hôtelier Ocean Club de Praia da Luz, une station balnéaire à 300 km au sud de Lisbonne. Le 3 mai 2007, les parents McCain mettent au lit Maddie ainsi que leurs 2 autres enfants, Sean et Amélie, des jumeaux âgés de 2 ans, et vont dîner avec un couple d'amis dans un restaurant de tapas à 120 mètres de leur bungalow. Le couple a expliqué à plusieurs reprises qu'ils avaient choisi ce soir-là de ne pas faire appel au service de garde d'enfants de l'Ocean Club, assurant qu'ils allaient vérifier toutes les demi-heures leurs 3 enfants. Et en fait, ils étaient partis avec plusieurs autres amis et leurs enfants, d'après ce que j'ai compris. Et je me souviens que ça avait beaucoup choqué et que moi, personnellement, ça me choque énormément le fait qu'ils laissent leurs enfants, qui ont donc 4, notamment Maddie et son petit frère, sa petite sœur, ils ont 4 et 2 ans, et ils les laissent tout seuls dans un appartement. Je comprends pas, au-delà du fait qu'ils pourraient se faire enlever parce qu'on pense que peut-être la porte n'était pas bien fermée. Donc au-delà de ça, s'il y a un problème, ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont aucun moyen de communiquer avec leurs parents. Enfin, ils sont tout petits. S'il y en a un, je sais pas moi, imaginez, il y a le feu ou... Enfin, il y a quoi que ce soit, ils sont tout seuls. Il n'y a aucun adulte. Je trouve ça hyper angoissant. Et c'est très choquant de se comporter comme ça, je trouve, avec ses enfants. Après, il faut bien sûr pas incriminer les parents et les juger, mais c'est vrai que ça avait beaucoup choqué. Et moi, ça me choque aussi personnellement. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je pourrais pas laisser mes enfants tout seuls. Enfin, si petits. Même si ils pouvaient voir en fait le bungalow du restaurant de tapas. Non, moi ça m'angoisserait beaucoup. Mais c'est ça qu'ils ont fait, en tout cas ce soir-là. Vers 21h, le père prend le soin d'aller vérifier que les enfants dorment tranquillement dans leur chambre. À environ 22h, la mère fait de même et découvre le lit de Maddie vide, les volets et la fenêtre ouverts. Les parents, aidés de leurs amis, prospectent dans les environs, vainement. Ils donnent alors l'alerte, appelant la gendarmerie à 22h41. J'imagine même pas l'angoisse. Et il y a aussi une petite anecdote, c'est que au moment où la mère de Maddie a découvert qu'elle n'était pas dans son lit, elle n'a pas paniqué en disant mais où est-ce qu'elle est. Elle s'est tout de suite mise à dire qu'on l'avait prise en fait, qu'on l'avait enlevée. Et ça aussi, les gens ont trouvé ça assez suspect comme comportement, puisque vous allez voir que les parents ont été suspectés dans cette affaire et que certaines personnes pensent toujours qu'ils ont fait quelque chose à leur fille. Nous allons maintenant passer à l'enquête. Pensant à un kidnapping, les gendarmes, le personnel du complexe, des hôtes et des habitants
jardins et les plages sont fouillés. Les parents disent avoir trouvé les fenêtres de la chambre forcées et la porte ouverte au retour du dîner. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Lisbonne vient leur apporter son soutien. Le 7 mai, les recherches sont étendues à un rayon de 15 km. Des réseaux pédophiles internationaux sont évoqués. Tous les occupants du complexe touristique sont interrogés. La mère, Kate McCain, lance un appel à la télévision. Le 8 mai, le rayon des recherches est étendu à 40 km. On recherche un homme au teint hâlé de 35 à 40 ans. De nombreux autres suspects seront tour à tour recherchés durant des semaines. Le 9 mai, l'Organisation internationale de police criminelle diffuse une alerte mondiale à tous ses membres pour la disparition de Maddie. Les diplomates britanniques en poste au Portugal reçoivent des instructions pour apporter de l'aide aux parents. La disparition de cet enfant est très largement médiatisée en Europe. Ça c'est vrai, vraiment c'est, je pense, l'une des affaires qui a été le plus médiatisée. Le portrait de la petite fille est diffusé dans les journaux et les magasins. Le président portugais Aníbal Cavaco Silva suit l'affaire avec grande préoccupation. De nouveaux policiers britanniques arrivent sur place. 250 personnes participent aux recherches et 500 appartements ont été fouillés. La chaîne d'information française LCI rapporte qu'un site lancé par la famille pour recevoir des informations et recueillir des fonds afin d'aider aux recherches a reçu 5 millions de visites en moins de 24 heures. Des offres de dons ont été reçues de la part de simples particuliers, de petites entreprises, mais également de multinationales, afin d'aider à lancer une campagne d'affichage dans toute l'Europe. En effet, le 11 mai, un homme d'affaires britannique offre 1,46 million d'euros pour toute information permettant de retrouver Maddie. Cette affaire a vraiment pris une très grosse ampleur. Ce serait bien si chaque disparition d'enfant pouvait recevoir autant d'attention. Les parents sont interrogés durant 13 heures par la police qui les dit hors de soupçon et multiplie les interrogatoires de suspects. Le 15 mai, un Britannique nommé Robert Murat et participant activement aux recherches est mis en examen. Le 19 mai, le portrait de Maddie est diffusé durant 2 minutes sur des écrans géants du stade de Wembley devant 90 000 personnes et 500 millions de téléspectateurs. La ministre de la Justice allemande affirme le 3 juin 2007 à une réunion des ministres de la Justice du G8 que la disparition de la fillette a été causée par un réseau pédophile. C'est aussi une grosse théorie, malheureusement. Le 13 juin, la police fouille vainement l'endroit où, selon une lettre anonyme, serait enterrée Maddie. Le 8 août 2007, des traces de sang et de vestiges biologiques non visibles à l'œil nu sont découverts sur les murs de la chambre du complexe hôtelier par des chiens spécialisés venus de Grande-Bretagne. Les enquêteurs envisagent la mort de Maddie. Des prélèvements sont envoyés à un laboratoire britannique. Le 11 août, le porte-parole de la police judiciaire déclare pour la première fois que la mort possible de la fillette est désormais l'hypothèse privilégiée. Donc malheureusement ce n'est pas à écarter. Le 6 septembre 2007, les parents lancent un appel à d'éventuels ravisseurs. La mère de Maddie est interrogée pendant 11 heures. Le 7 septembre, Kate McCain est mise en examen par la police portugaise. Elle est soupçonnée d'avoir accidentellement tué sa fille à la suite des résultats des examens pratiqués dans un laboratoire britannique. Cette mise en examen est suivie de celle du père, mais selon les avocats des McCain, cette procédure aurait été faite à leur demande. Ils sont laissés en liberté sans qu'aucun chef d'accusation n'ait été retenu contre eux. Selon leur porte-parole, ils sont soupçonnés d'homicide involontaire et dissimulation de cadavres. Puisqu'en fait, les parents de Maddie étant médecins, ils pensent peut-être
qu'elle aurait fait une overdose et que donc après ils ont cherché à dissimuler son corps et à faire passer ça pour un enlèvement. Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'ils sont quand même médecins, donc ils sont censés savoir quelle dose donner à leurs enfants et encore une fois tout ça ce sont des suspicions. Le 11 septembre, le directeur de la police judiciaire portugaise annonce que les analyses des traces de sang trouvées dans la voiture louée par les parents de Maddie ne permettent pas d'affirmer avec certitude qu'elles lui appartiennent. Le 13 septembre, des extraits du journal de Kate McCain, la mère de Maddie, sont publiés par la presse portugaise. Je m'en souviens de ça, ça avait également fait beaucoup de bruit. Elle y apparaît comme épuisée par des enfants agités. Selon le journal, elle se plaint fréquemment que ses enfants sont hystériques et parle de Madeleine comme d'une enfant dont l'excès de vitalité l'épuise. Mais le 19 septembre, le parquet annonce qu'aucun élément nouveau ne justifie de nouveaux interrogatoires de Kate et Gerald McCain. Le 20 septembre, la presse portugaise annonce que la police judiciaire enquête auprès des crématoriums pour animaux de la région où a disparu Maddie. 4 jours plus tard, le Times révèle que les parents de Maddie ont engagé des détectives privés pour vérifier les témoignages de personnes affirmant avoir vu la fillette. Le 25 septembre, les policiers chargés de l'enquête reçoivent la photographie d'une petite fille blonde prise au nord du Maroc fin août. Le lendemain, on découvre que la photo, prise par une touriste espagnole, n'est pas celle de Maddie, mais celle d'une petite Marocaine. Le 1er octobre 2007, selon le Télégraphe, la police portugaise pense que Maddie serait morte après une chute dans les escaliers et que ses parents paniqués auraient caché le corps. Le 15 octobre, selon Sky News, la police portugaise effectue une sonde du réservoir de Barragem da Bravura, situé à une vingtaine de kilomètres de la station balnéaire d'Algarve. Fin octobre, le porte-parole de la famille indique que Kate et Gerald McCain ont puisé dans le fonds mis en place pour financer la recherche de leur fille, afin de rembourser une partie de leur prêt immobilier. Et c'est vrai qu'apparemment ils ont collecté beaucoup d'argent pour aider les recherches pour leur fille et que peut-être cet argent n'a pas été utilisé que pour ça et a potentiellement été aussi utilisé à des fins personnelles et c'est quand même assez choquant de leur part. Le 19 novembre 2007, la mère de Robert Murat, premier suspect mis en examen dans le cadre de la disparition de la petite Maddie, a affirmé que son fils était resté avec elle pendant toute la soirée en question, dans un entretien à la BBC. Francisco Marco, le responsable d'une agence espagnole de détectives privés chargée par les parents de la petite Madeleine McCain de la retrouver, s'est dit certain que l'enfant avait été enlevé et qu'elle était vivante. Le 1er décembre 2007, les analyses d'ADN des indices trouvés dans l'appartement d'où a disparu la petite Britannique ne permettent pas de conclure à son décès, affirment 2 journaux portugais, citant des sources proches de l'enquête. Après de multiples pistes plus ou moins sérieuses étudiées, dont la possible intervention d'un pédophile étranger, le ministère public portugais classe l'affaire le 21 juillet 2008, mais se réserve le droit de la rouvrir. La mise en examen des parents est donc levée. En mai 2009, le policier portugais chargé de l'enquête, Gonçalo Amaral, publie les conclusions des enquêteurs dans le livre Maddie, l'enquête interdite. Madeleine est morte dans l'appartement, son cadavre a été caché. Donc pour lui c'est ça qui s'est passé. Le 22 mai, l'ancien responsable de l'enquête sur Maddie est condamné à 1 an et demi de prison avec sursis pour faux témoignage dans une autre affaire de disparition d'enfants. Le 3 novembre 2009, les parents de Maddie lancent un nouvel appel à témoins avec 2 photos de Maddie, vieillie de 2 ans, diffusées dans un message vidéo traduit en 7 langues. En mars 2010, un tribunal portugais autorise la publication du rapport d'enquête lourd de 2000 pages. Certaines pistes, crédibles selon les parents mais sans pertinence selon la police judiciaire, n'auraient pas été explorées
passé en Europe, notamment au Portugal à partir de 2006. De plus, Charles O'Neill ressemble au suspect aperçu en train de rôder autour du complexe touristique portugais de Praia da Luz où la fillette a disparu. Le 28 juillet 2015, on apprend qu'une valise a été trouvée par un motard australien dans laquelle un corps d'enfant décomposé accompagné de vêtements de fillette. Robe de danse, chaussons roses, short, t-shirt. Les premières analyses concluent que le cadavre est celui d'une petite fille de 2 ou 3 ans, aux cheveux clairs, probablement décédée en 2007. Tout concorde avec le signalement de Maddie, mais rapidement les analyses révèlent qu'il ne s'agit pas de son corps. Fin avril 2018, donc on arrive dans des informations beaucoup plus récentes. Andrés, 45 ans, un homme d'affaires de nationalité espagnole, a reconnu un de ses 2 portraits robots suspects dressés à Scotland Yard en 2013, une personne qu'il avait déjà aperçue plusieurs années auparavant. Il affirme qu'un de ces hommes a approché ses 2 fillettes de 5 et 13 ans dans un petit hôtel au Portugal en novembre 2001, soit 6 ans avant l'affaire McCain. Il a même apporté son témoignage à la police espagnole dans cette affaire, puis plus tard à Scotland Yard, mais il n'a jamais eu de retour. J'avais entendu parler que à peu près à ce moment-là et dans les environs au Portugal, il y avait eu plusieurs parents en fait qui étaient chez eux avec leurs enfants et qu'un homme venait frapper chez eux et qu'en gros les enfants étaient dans la pièce avec le parent et qu'il demandait aux parents en fait d'aller chercher quelque chose un peu pour laisser l'enfant vulnérable dans la pièce qui puisse, on imagine, l'enlever. Donc ça pourrait aussi être lié donc au trafic d'êtres humains puisque ça arrivait dans les environs et au même moment. Début mai 2019, 12 ans jour pour jour depuis sa mystérieuse disparition, la police portugaise aurait un nouveau suspect en vue. Il s'agirait d'un maniaque sexuel présent à Praia da Luz au moment de sa disparition. À l'époque, il aurait abordé plusieurs enfants dans la station balnéaire. Les médias ajoutent que les enquêteurs tiennent à garder le secret sur l'identité du nouveau suspect. Donc à ce jour, on ne sait toujours pas de qui il s'agit et si ça a été... si on sait si c'est lui ou pas, mais j'imagine que non. J'imagine qu'ils enquêtent toujours. Fin juin 2019, les autorités portugaises seraient à 2 doigts de retrouver le principal suspect de cette terrible affaire. En effet, de nouvelles recherches aborderaient l'hypothèse que la petite fille ait été victime d'un tueur d'enfants en série. Il s'agirait de Martin Ney, un pédophile allemand de 48 ans, condamné à la perpétuité en 2011 pour avoir tué 3 enfants. Il est originaire d'Hambourg, en Allemagne. Selon The Mirror, le condamné repérait des enfants durant les vacances et les kidnappait ensuite en utilisant un masque et une arme. L'individu a été identifié pour la première fois par Scotland Yard, la police métropolitaine de Londres. Ce sont les enquêteurs qui travaillaient en 2011 pour les parents de Maddie qui l'ont signalé comme potentiel suspect dans la disparition de la fillette. Mais à l'époque, cette piste a été écartée, car il semblait que Martin Ney n'était attiré que par des enfants du sexe masculin. Ce Mirror avance qu'au moment où la petite fille a été enlevée, il travaillait pour une église évangélique dans un projet pour les sans-abri au Portugal. Confronté aux enquêteurs, Martin Ney a nié tout meurtre et a réfuté tout lien avec la disparition de Maddie. Il a toutefois été révélé que cet homme n'est pas celui que soupçonnent actuellement les enquêteurs. À la suite du Pizzagate, des internautes ont imaginé un lien entre le portrait robot des suspects de la disparition de Madeleine McCain avec John Podesta et son frère Tony. Le Pizzagate est une théorie conspirationniste prétendant qu'il existe un réseau de pédophilie autour de John Podesta, l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, par le biais de diverses interprétations et constructions, notamment en rapport avec une pizzeria et des courriels privés divulgués par Wikileaks. Si vous ne saviez pas ce que c'était, moi personnellement je ne savais pas. Donc ça c'est vraiment tout ce qu'il y a sur l'affaire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux informations les plus récentes. Et il y a aussi en fait l'hypothèse de Gonzalo Amaral qui était donc le policier responsable dans l'affaire Maddie McCain. C'était celui qui s'occupait
responsable de l'enquête, ne peut accepter. Il donne aussitôt sa démission et se met à écrire un livre afin de révéler le dessous de cette dramatique affaire. Dès 2009, les McCain tentent de faire interdire la publication du livre de Gonzalo Amaral. L'hypothèse du policier est que Maddie aurait été victime d'un incident domestique, qu'elle serait décédée dans l'appartement et que les parents auraient simulé un enlèvement. Il est estimé que le contenu du livre ne portait atteinte à aucun des droits fondamentaux. Les McCain intentent une action dans le civil, accusant l'ancien policier de diffamation et réclament cette fois-ci 1,2 million d'euros d'indemnité en réparation du préjudice subi. Et c'est vrai que s'ils sont innocents, je peux complètement comprendre. Vous imaginez, votre fille disparaît. Pendant des années, vous ne savez pas ce qui lui est arrivé et en plus on vous accuse de son meurtre. Oui, non, je peux comprendre. Mais c'est vrai que certaines personnes voient là une sorte de culpabilité puisque pourquoi est-ce que ça les dérange qu'on dise que c'est eux si eux savent qu'ils ont la conscience tranquille, mais je sais pas quoi penser, je sais vraiment pas. Le 28 avril 2015, Amaral est condamné à payer 500 000 euros aux parents, somme assortie d'intérêts s'élevant à 106 000 euros. Le tribunal civil de Lisbonne condamne en outre Amaral et ses éditeurs à retirer les exemplaires en circulation et leur interdit toute réédition du livre, de même que toute nouvelle diffusion d'un documentaire fondé sur ces mêmes thèses. Néanmoins, en avril 2016, Gonzalo Amaral gagne son procès en appel. Non seulement le tribunal d'appel a révoqué sa condamnation à payer 500 000 euros au McCain, mais il a également annulé l'interdiction qui lui avait été faite de publier son livre. Ce dernier pourra donc enfin être publié en Grande-Bretagne et dans le reste du monde. Et vu qu'ils ont parlé d'un documentaire, c'est vrai qu'il y a un documentaire, une sorte de mini-série sur Netflix sur la disparition de Maddie McCain. Et pour vous dire, j'ai pas trop aimé puisque j'ai regardé le premier épisode et après j'ai pas trop aimé comment c'était fait. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai sur cette histoire. Je pense que vous connaissiez déjà les grandes lignes, mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à donner vos théories ou ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Moi, comme je vous ai dit, je ne sais pas trop ce que je pense. Je trouve que la théorie de l'enlèvement dans un but de trafic d'êtres humains me semble plausible. Mais la théorie selon laquelle les parents pourraient être liés à sa disparition, faut pas non plus complètement la réfuter, mais c'est vrai que j'en doute quand même. Je sais pas ce que je pense. Enfin voilà, si jamais vous avez des informations supplémentaires que je n'ai pas dites dans la vidéo, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère donc que vous allez passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une